Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette conférence débat que nous vous proposons, l'IRIS et Hachette Éducation. Guerre en Ukraine, quelle nouvelle donne géopolitique? Pour traiter cette thématique et répondre à cette question, nous vous proposons trois temps. Dans un premier temps, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, dressera un bilan de ces 3 mois de guerre et évoquera quelques-unes des principales clés, des principaux enjeux géopolitiques liés à ce conflit et évoquera également quelques éléments de prospective. Dans un deuxième temps, Fanny Maillot-Viel, professeure agrégée de géographie, enseignante au lycée Jacques Decour à Paris, et Henri Simoneau, professeur agrégé d'histoire, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Bellevue à Albi, euh, proposeront un certain nombre de questions à Pascal Boniface, des questions liées au programme de première et de terminale de spécialité que vous connaissez certainement, et des questions nourries également par le questionnement de leurs élèves, parce que depuis 3 mois, voilà, ce conflit suscite également beaucoup d'interrogations de la part des élèves, notamment des élèves suivant les enseignements de spécialité de première et de terminale. Voilà. Et dans un troisième temps, nous répondrons aux questions que vous nous poserez, que vous nous poserez par écrit, par l'intermédiaire de l'onglet questions-réponses. Donc, ces questions seront relayées par des modérateurs et Pascal Boniface, Fanny Maillot-Viel et Henri Simoneau y répondront. Avant de laisser la parole à Pascal Boniface, deux petits points d'information supplémentaires. Cette conférence débat est enregistrée et elle sera disponible en replay prochainement sur la chaîne YouTube de l'IRIS. Elle sera également relayée par Hachette Éducation. Et je voudrais aussi vous préciser que si certaines de vos questions n'ont pas le temps d'être prises en compte ou d'être traitées, elles pourront l'être dans un second temps, ces questions sont écrites et donc pourront être traitées ultérieurement. Voilà. Un dernier point pour vous informer que cette conférence débat intervient également dans un contexte de publication d'une nouvelle édition du manuel numérique d'Hachette Éducation, manuel numérique de première, de géopolitique. Voilà, notre actualité éditoriale liée à cet événement, à cette conférence débat. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'être si nombreuses et si nombreux, et je laisse la parole à Pascal Boniface. Oui, très bien. Bonjour à tous. Pour combien de temps vous voulez que je fasse cette première intervention? Une vingtaine, je crois on avait prévu une vingtaine de minutes. Ok, très bien, Voilà, d'accord. ouais. Ok, très bien. Bon, bonjour à tous. Merci de cette invitation et je crois que c'est une excellente initiative d'organiser ce débat parce que effectivement, les élèves sont très sensibles à ce qui se passe. Il y a beaucoup de demandes, d'interrogations et notre métier comme enseignant, c'est aussi non seulement de leur apprendre, de les former, mais aussi de répondre à leurs questionnements de citoyens. Et ils ont ces interrogations-là. Alors, comment présenter très rapidement cette guerre qui a été lancée le 24 février et qui rentre dans son quatrième mois? On peut voir du point de vue des différents protagonistes. Cette guerre, très franchement, a surpris beaucoup de monde, moi le premier. Je n'aurais pas pensé que Poutine se serait lancé dans une guerre, comme beaucoup de spécialistes de la Russie, comme la plupart des anciens ministres des Affaires étrangères français avec qui j'en ai parlé, comme la plupart, enfin tous les anciens ambassadeurs en Russie, tout simplement parce que cette guerre va avoir un coût pour la Russie. Et que si on était habitué à la brutalité, à l'autoritarisme de Poutine, ce qui change avec cette guerre, c'est que jusqu'ici, du fait, enfin, malgré ou en vertu de sa brutalité et de son autoritarisme, il avait quand même tout fait depuis qu'il est au pouvoir, depuis 23 ans, pour faire grandir l'image de la Russie, pour restaurer la puissance russe. C'était une quasi-obsession chez lui, et y compris même lui personnellement voulait physiquement incarner la puissance par rapport à son prédécesseur Boris Yeltsin qui incarnait la faiblesse. Et donc on peut dire que en 23 ans de pouvoir, en utilisant des moyens qui peuvent être contestables du point de vue démocratique, mais qui étaient efficaces en termes de restauration de la puissance de la Russie, il avait remis la Russie sur la table
et Barack Obama, qui avait considéré que la Russie était devenue une puissance régionale, avait été démenti par Biden, qui avait bien été obligé de considérer Vladimir Poutine comme un interlocuteur presque à égalité avec lui, avec les sommets à Genève et ailleurs, alors qu'évidemment, la puissance russe n'a plus rien à voir avec la puissance américaine. Et que vous connaissez tous la phrase de Poutine selon laquelle la disparition de l'URSS avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mais il y en a une autre qui est moins connue, mais qui, je pense, représente encore mieux sa pensée, c'est de dire que la grande erreur des Russes après la fin de la guerre froide est d'avoir fait confiance aux Américains et aux Occidentaux, plutôt aux Occidentaux, pardonnez-moi, mais que la grande erreur des Occidentaux est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Et donc, Poutine voulait à tout prix montrer la puissance et la force de la Russie. Mais on peut penser qu'avec cette guerre, il a plutôt montré la faiblesse parce qu'il n'est pas parvenu à ses buts de guerre. Il avait comme objectif de dénazifier, j'emploie les guillemets, hein, bien sûr, l'Ukraine, en fait, de remplacer Zelensky, d'y mettre un gouvernement un peu à sa dévotion, un gouvernement fantoche. Il avait envoyé des opérations de commandos spéciaux pour se saisir de Zelensky. Et rappelez-vous que dans les premières heures de la guerre, on craignait pour la vie de Zelensky. Les Américains avaient proposé de l'exfiltrer. Et Zelensky avait répondu qu'il n'avait pas besoin d'un taxi, mais qu'il avait besoin d'une aide militaire. Bon, ceci a échoué. Les Russes ont très vite reculé. Et de toute façon, avec 200 000 hommes, on ne contrôle pas. Un pays de 40 millions d'habitants, ils étaient un peu en dessous de la jauge. Mais là, on voit qu'il a reflué et il a perdu. Les estimations sont très mouvantes ou disons très différentes. Est-ce qu'il a perdu 15 000 hommes? Est-ce qu'il en a perdu un peu plus? Mais même dans une estimation relativement basse, 15 000 hommes, c'est quand même en 4 mois, moins de 4 mois, c'est quand même l'équivalent de l'ensemble des pertes soviétiques pendant les 10 ans de guerre d'Afghanistan. Donc c'est quand même vraiment fondamental, et même si les corps ne sont pas toujours restitués aux familles, il y a quand même de plus en plus d'interrogations en Russie sur le sort, et donc il y a un coût. Il y a bien sûr un coût économique. La Russie va perdre son meilleur marché qui était le marché européen, et les 170 milliards de mètres cubes de gaz exportés chaque année vont prendre fin d'ici 3 ou 4 ans, et ça ne sera pas remplacé par l'Inde ou le Pakistan, ni même par la Chine, qui préfère garder une diversification. La Russie a été exclue d'une grande partie du système bancaire, alors ils font de plus en plus du troc. Peut-être qu'à terme, d'ailleurs, le rôle du dollar comme monnaie internationale commencera à être attaqué, mais il y a quand même beaucoup de pénalités pour la Russie. Alors bien sûr, ils trouvent les moyens de contourner les sanctions, et là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, il ne faut pas, comme on le fait trop souvent dans les médias, confondre communauté internationale et communauté occidentale. Dans une vidéo, j'ai fait une carte des pays qui ont condamné l'agression de la Russie aux Nations Unies, et une autre carte des pays qui ont pris des sanctions contre la Russie. C'est pas du tout pareil. Les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie, il n'y a que les pays occidentaux et leurs alliés stratégiques. Japon, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour. Mais aucun pays latino-américain, aucun autre pays asiatique, aucun pays africain n'a pris de sanctions contre la Russie. Mais en même temps, les meilleurs marchés de la Russie, c'était bien sûr en Europe. Et puis, il y a un point dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, et moi j'essaie d'attirer l'attention à chaque fois dessus, parce qu'à terme, c'est extrêmement dangereux. On a fait, dans le cadre des vidéos que l'on fait en partenariat avec Hachette, je ne sais pas si c'est déjà disponible, une comparaison sur les GAFAM et les BATX. Où sont les GAFAM russes? Où sont les BATX russes? Il n'y en a pas. Or, depuis le début de la guerre, on estime à au moins 200 000 personnes, plutôt qui ne sont pas des habitants de Sibérie, mais qui sont plutôt des gens spécialistes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plutôt des spécialistes de l'informatique, qui ont quitté la Russie. Parce que tout simplement, les restrictions, ce sont des gens qui sont ouverts sur l'extérieur de par leur profession, de par leur qualification, et que le retour un peu à une sorte d'ère brejnevienne, voire stalinienne de la part de Poutine, où on ne peut plus employer le terme de guerre, ou comme vous le savez, vous connaissez certainement la plaisanterie, le roman de Tolstoï, c'est Opération spéciale militaire et paix, puisque le terme de guerre est interdit, etc. Ces gens-là n'ont pas envie de vivre dans un pays comme cela. Et ils ont des possibilités d'exercer. Donc il y a un affaiblissement de la Russie. La Russie ne sera pas complètement à genoux, elle ne va pas tomber, mais elle est quand même affaiblie. Bien sûr, le premier pays victime, c'est l'Ukraine.
c'est l'Ukraine, 5 millions de déplacés, de réfugiés extérieurs, de réfugiés qui ont fui le pays. Il y a quand même des gens qui commencent à revenir là, parce qu'il y a un peu plus il y a un peu moins de crainte sur le fait que la Russie soit à Kiev, etc. Mais en tous les cas, 6 millions de déplacés, 5 millions de réfugiés, des destructions énormes, et donc l'Ukraine est bien sûr des viols, des crimes de guerre. Je pense qu'on ne peut pas parler de génocide, mais on peut parler de crimes de guerre, malheureusement, sans être contredit. Donc l'Ukraine est le pays qui souffre le plus, mais en même temps, l'Ukraine a acquis un statut. L'Ukraine a acquis un statut, tout le monde dans le monde occidental veut aider l'Ukraine. C'est un pays dont on se tenait à l'écart de l'Ukraine auparavant. Le pays était profondément corrompu, il l'est toujours d'ailleurs, mais on en parle moins, on ne sait pas trop le matériel qu'on envoie, où il va, etc. Si l'Ukraine avait un PIB par habitant avant la guerre, inférieur à ce qu'il était à l'indépendance en 91, ce n'est pas à cause de la guerre, évidemment. Et en fait, en Ukraine, les différents dirigeants, qu'ils soient pro-russes ou pro-européens, étaient unis dans le pillage du pays. L'Ukraine, et je mets de côté la Crimée, pas les 2 millions d'habitants de la Crimée qui ont été annexés par la Russie, mais hors Crimée, l'Ukraine avait perdu 7 millions d'habitants depuis l'indépendance parce que la jeunesse formée n'avait pas de perspective. Il y avait 2 millions d'Ukrainiens en Pologne, etc. Enfin bon, bref. Zelensky lui-même était pris un peu quand même pour quelqu'un de pas très sérieux, y compris par les Américains. Là, il est passé du clown Chaplin à Churchill. Et il a, ou plus sur le Chaplin du dictateur en tous les cas, il a acquis un rôle, une dimension, mais il est partout, il s'adressait à tous les parlements nationaux occidentaux. Il ne s'est pas adressé au parlement des pays non occidentaux. Il était au Festival de Cannes, etc. Et on voit bien qu'il y a une très forte pression pour faire adhérer rapidement l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui serait une catastrophe pour l'Union européenne, parce que si Zelensky a bien été élu sur la base d'une volonté de lutte contre la corruption, ce programme n'a pas été mis en œuvre. Et la guerre empêche d'en faire un peu le bilan, mais la réalité est crue. C'est que l'Ukraine reste un pays extrêmement corrompu, qu'il y a des problèmes de gouvernance et qu'une entrée trop rapide dans l'Union européenne serait une catastrophe. L'Ukraine n'est pas capable de s'adapter au marché européen et franchement, on introduirait un pays quand même. Voilà. Donc il y a, je pense, un devoir de solidarité avec la population ukrainienne, mais qui n'implique pas un devoir de solidarité politique ou autre avec le programme de Zelensky. Donc il faut aussi que l'on fasse attention à nos intérêts. Je pense que du côté des perdants, la France et l'Europe sont au premier rang. La France, depuis la Ve République, joue avec Moscou, que ce soit l'Union soviétique ou la Russie, pour élargir ses marges de manœuvre, pour avoir un peu de respiration par rapport aux États-Unis. Et comme elle n'a pas peur du fait de la dissuasion de Moscou, elle peut parler les yeux dans les yeux avec la puissance au pouvoir à Moscou. Là, maintenant, il y a toujours un contact, mais il ne pourra pas plus y avoir une fluidité des relations avec Moscou parce que si Macron parle à Poutine, il doit en rendre compte aux autres alliés occidentaux. Il y a quand même une mise sous surveillance. Et puis, le plus important, c'est que le projet fondamental de la France depuis la Ve République, de De Gaulle, de Mitterrand, poursuivi par les autres, par la suite, Chirac, etc., et même un peu au moins Sarkozy et Hollande nominalement, et Macron, l'autonomie stratégique européenne, c'est mort pour quelque temps. Emmanuel Macron avait dit en novembre 2019 que l'OTAN était mort, brain dead, en état de mort cérébrale. C'est l'autonomie européenne qui est en état de mort cérébrale. Et on voit qu'en fait, Poutine a réalisé exactement l'inverse de ce qu'il voulait faire lorsqu'il s'est lancé dans la guerre. Il voulait contrôler l'Ukraine. Il a forgé pour très longtemps un sentiment national ukrainien anti-russe. Et il faudra longtemps, et même les Ukrainiens russophones sont devenus en grande partie anti-russes. Il voulait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. L'OTAN est rentrée dans l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas officiellement dans l'OTAN, mais enfin, quand on voit l'aide militaire que les pays de l'OTAN, États-Unis en tête, donnent à l'Ukraine, on voit bien que l'OTAN était déjà rentrée dans l'Ukraine. L'OTAN équipait et formait l'armée ukrainienne depuis l'annexion de la Crimée. Il voulait découpler la défense de l'Europe de celle des États-Unis. Jamais l'OTAN n'a été aussi fort, jamais il y a une telle demande européenne
de présence américaine, et les effectifs sont passés de 40 à 100 000 depuis le début de l'année. Et la Suède, neutre depuis 200 ans, la Finlande, neutre depuis 1945, qui s'était tenue à équidistance entre Washington et Moscou pendant la guerre froide, sous Staline, vont rentrer dans l'OTAN. Donc, bon. Et l'Europe va non seulement acheter du gaz et du pétrole aux États-Unis, qu'ils vont payer plus cher parce que quand c'est soit transformé en GNL et que ça doit venir après en Europe, ça sera plus cher que quand ça passe par un gros tuyau qui est déjà construit. Donc, effectivement, on va renforcer cela. Et tous les pays européens augmentent leurs dépenses militaires pour acheter des armes aux États-Unis parce qu'on n'a pas l'équivalent de ce que les Américains peuvent fournir. Donc, voilà, quel est le grand vainqueur? Ce sont les États-Unis, parce que tout simplement, Alors, il y a un paradoxe, parce qu'on peut dire que les États-Unis ne sont pas sans responsabilité dans la guerre. À force que Biden martèle que les États-Unis n'entreraient pas en guerre contre la Russie, alors c'était mieux de ne pas le faire, hein. Je ne dis pas qu'il fallait entrer en guerre, ça aurait été une guerre mondiale, mais était-il nécessaire de dire avec autant de conviction que les États-Unis ne feraient rien en cas d'agression militaire russe? Ça rappelle, puisque nous sommes, puisque je m'adresse à des historiens, ce que je ne suis pas moi-même, c'est la déclaration de Nina Kesson en 1950, disant que le périmètre de sécurité des États-Unis en Asie passait des îles aléoutiennes jusqu'au Kouril, ce qui excluait la Corée du Sud de ce périmètre qui avait été considéré comme par Staline et Mao et Kim Jong-il comme un feu vert pour attaquer la Corée. Donc là, Poutine se dit, à force que Biden dit qu'il y aura des sanctions économiques, mais rien du point de vue militaire, je peux y aller. Mais après, il a vu qu'il y avait une sorte de piège, donc il est tombé volontairement, puisqu'il y a une très grande haine militaire. Il n'y a pas d'envoi de soldats, mais il y a une très grande haine militaire. Donc, les États-Unis, donc, qui sont un peu responsables pour avoir dit trop longtemps à l'avance qu'il n'y aurait pas d'intervention, sont les grands bénéficiaires, puisqu'on a oublié la débâcle de Kaboul. Après le 15 août 2021, il y avait une perte de crédibilité stratégique des États-Unis. On se disait, s'ils ne sont pas capables de rester... Une fois encore, il fallait quitter Kaboul parce que les Américains seraient restés 20 ans de plus, ils n'auraient rien gagné de plus, ils auraient dépensé plus d'argent. Les Américains ont quand même dépensé 2000 milliards de dollars en Afghanistan, dont le PIB annuel est de 20 milliards de dollars. Ils ont dépensé 100 années. Et tout ça est parti pour rien dans la corruption la plus effrénée en Afghanistan. Donc, on a oublié la débâcle américaine en Afghanistan et de nouveau, les États-Unis sont le pays qui peut garantir la sécurité des Européens et être le grand protecteur et finalement et voir l'OTAN s'élargir. Et puis, surtout, là, ça joue encore, il va y avoir le sommet de l'OTAN à Madrid prochainement, ça sera l'enjeu essentiel. Biden est temps, je dirais, de transformer l'essai. On sait bien que pour les États-Unis, le grand défi, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Et Biden voit dans l'agression russe en Ukraine le moyen de conforter son discours de la nécessaire alliance des démocraties contre l'axe des pays autoritaires qui apparaît d'autant plus dangereux et qui marque bien un rapprochement entre Pékin et Moscou suite à cela. Et donc, il y a vraiment là quelque chose qui peut, et on va certainement avoir une débauche d'énergie américaine au sommet de l'OTAN à Madrid pour que la Chine fasse partie. Ils ont déjà tenté ça en juin dernier au sommet de l'OTAN. Ils vont encore plus le faire cette année. Je voudrais terminer par 3 réflexions quand on est les uns et les autres interrogés par nos élèves. Vous connaissez l'adage selon lequel la première victime dans une guerre, c'est la vérité, la seconde, c'est la nuance. Et je crois que notre rôle, à nous pédagogues, à nous profs, c'est de continuer notre mission éducative, qui est d'autant plus importante parce que voilà, on éduque des élèves, mais aussi des citoyens. Et je pense qu'on peut dire à la fois que oui, il y a eu des erreurs commises à l'égard de la Russie, élargissement de l'OTAN, guerre du Kosovo. Ce n'est pas la première guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, comme je l'ai entendu parfois, démantèlement du traité ABM et mise en cause de la parité nucléaire entre Russes et Américains. Oui, il y a eu des erreurs faites à l'égard de Moscou,
mais ce n'est pas une raison pour légitimer la guerre. Et que on voit des fois dans les médias et sur les réseaux sociaux des gens qui disent tout ça c'est un complot de l'OTAN, ou d'autres qui disent mais tout ça c'est on a toujours bien traité la Russie et dès le début Poutine avait cet objectif. Je pense que nous, notre rôle de pédagogue, c'est de ramener un peu de nuance dans tout cela et de dire oui, des erreurs ont été commises avec la Russie, il faudrait éviter de commettre les mêmes erreurs à la guerre de la Chine, mais non, ce n'est pas un facteur légitimant du recours à la guerre. Le deuxième point, c'est la Chine. Est-ce que la Chine aide la Russie? La Chine n'aide pas militairement la Russie parce que la Chine est très gênée par cette affaire. Pour la Chine, le mouvement naturel devrait l'amener à occuper la première place mondiale. La guerre vient perturber tout cela, surtout que ça vient augmenter ces deux principaux postes d'importation, produits alimentaires. La Chine, c'est 8% des surfaces cultivables mondiales, 22% de la population, et l'énergie dont elle est très largement importatrice. Et au moment où elle est un peu en difficulté économique du fait du Covid ou peut-être du fait de sa politique anti-Covid, pour être plus précis, ces mauvaises nouvelles économiques ne sont pas une bonne nouvelle pour la Chine. Et donc la Chine n'aide pas militairement la Russie, mais elle l'aide politiquement parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait une défaite de la Russie par rapport aux Occidentaux. Et donc elle ne veut pas qu'il y ait un triomphe américain. Et le deuxième et mon dernier point, c'est celui-là, je l'ai déjà évoqué, une fois encore, évitons plutôt, nous on ne le fait pas, mais évitons le raccourci fait dans certains médias de considérer que l'Occident est le monde. L'Occident n'est plus le monde et les décisions prises par l'Occident ne sont pas forcément acceptées. Et le reste du monde, alors on ne pourrait pas parler de renaissance du tiers-monde parce que le tiers-monde n'existe plus, mais on voit bien que tous les pays qui sont des pays anciennement colonisés, ce n'était pas non plus un nouvel non-alignement. En tout cas, aucun de ces pays-là n'a voulu prendre de sanctions parce que tous ont soit un lien particulier, l'Inde équipée militairement par la Russie, l'Afrique du Sud se rappelle la lutte contre l'apartheid, etc. Mais surtout, eh bien, ils disent, mais en fait, quand vous, les Occidentaux, vous êtes toujours les mêmes, quand c'est pas vous qui faites de la guerre, vous sanctionnez, mais quand c'est vous qui faites de la guerre, il ne faut pas sanctionner. Et on n'a pas sanctionné les États-Unis pour la guerre d'Irak, etc. Et donc, bon, il y a cela. Et puis, pour beaucoup de ces pays, c'est le terme même de sanction qui n'est plus acceptable. Parce que la sanction est un rapport de domination, c'est le maître qui sanctionne l'élève, et il n'y a que les Occidentaux qui ont le terme de sanction dans leur pratique. Et ceci donc suscite un vrai front du refus de la part du monde non occidental. Il est vraiment important de s'en rendre compte parce que nous risquons de créer un nouveau clivage. Et si nous demandons aux autres pays de choisir entre nous et la Chine, il n'est pas certain que la plupart d'entre eux choisissent le monde occidental. Voilà, j'ai voulu tenir le cadre des 20 minutes et, ma foi, ravi de poursuivre l'exercice avec vous. Merci beaucoup, Pascal Boniface, pour cette présentation, cette mise en perspective extrêmement stimulante. Je vais donner la parole peut-être d'abord à Fanny Maillot-Viel. Je précise que Fanny est l'une des directrices des ouvrages Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, publiés par Hachette Éducation, première et terminale. Et Fanny, je crois que vous avez une première série de questions qui concernent plus particulièrement des thématiques du programme de première. Oui. Oui, alors moi, j'ai quelques questions sur des thèmes de première, mais je voudrais commencer par ce que vous avez dit. Là, vous avez dit qu'effectivement, le monde occidental n'est plus le monde. La vision qu'on a en Occident de l'Ukraine qui gagne cette guerre médiatique, pour commencer par le thème de s'informer, on est d'accord, c'est une vision qui est purement occidentale. Somme toute. Oui, parfaitement, parce que ailleurs, il ne renvoie pas dos à dos, mais presque. Vous avez vu ou entendu parler le discours de Lula, qui n'est quand même pas quelqu'un considéré comme poutinophile et qui a dit quand même que chacun devait faire des efforts pour aller vers une paix. Et donc, effectivement, il y a une sorte d'idéalisation de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et c'est vrai que dans le monde occidental, il y a quelque part le méchant parfait avec Poutine et le gentil parfait avec Zelensky. C'est presque deux figures symboliques totalement, enfin, une sorte
vision quand même relativement manichéenne, il faut quand même bien l'admettre de tout cela. Et donc, il ne faut pas, il faut quand même voir que Poutine a des soutiens aussi chez lui, mais effectivement, il faut ni être dans la négation de la brutalité de Poutine et des crimes de guerre qui sont commis. Non, il y a vraiment des crimes de guerre. Non, ce n'est pas de la propagande ukrainienne que de monter des cadavres, etc. Mais il n'y a pas non plus, enfin, il n'y a pas non plus un héros total qui serait Zelensky. Et je dirais même que d'ailleurs, ce type de présentation peut parfois susciter des réflexes contraires. À force de caricaturer en bon absolu et méchant absolu, c'est peut-être aussi, dès que l'on est dans la simplification extrême, on suscite un peu de complotisme ou de rejet. Et je pense que le langage de vérité ou présenter la complexité des choses fait partie de la lutte contre le complotisme. Mais en tous les cas, il est certain que la bataille médiatique a été gagnée par Zelensky, d'une part parce que je ne suis même pas sûr que Poutine ait voulu la... Je pense que Poutine a renoncé aux Occidentaux. Il a renoncé à l'opinion publique occidentale, donc il n'a même pas tenté quoi que ce soit. Il a un autre public, qui est la Russie et le monde occidental, alors que par contre, Zelensky sait que pour lui, c'est une question de survie. Parce que s'il ne fait pas pression sur l'opinion pour obtenir tous les matériels, eh bien, il disparaît. Et toujours pour continuer sur ce thème de l'information. Oh, excusez-moi, madame, je vais vous juste. Excusez-moi, l'esprit de l'escalier. Il y a quelque chose qui est très net. C'est la bataille des narratifs par rapport à la crise alimentaire mondiale. On sait que du fait que les céréales soient bloquées en Ukraine, notamment à Odessa, et bon, il y a. Alors, les Russes disent que eux, ils sont prêts à laisser tout passer si on retire les sanctions. Et que c'est du coup les Occidentaux qui bloquent. Et les Occidentaux disent non, en fait, c'est les Russes qui empêchent les céréales de sortir. Et donc, on voit bien que dans les pays qui souffrent le plus, la Tunisie en tête, un petit peu l'Algérie, l'Égypte, etc., il y a une bataille des narratifs pour expliquer à qui revient la responsabilité d'une future crise alimentaire. Oui, et toujours ce thème sur l'information, les élèves doivent réfléchir aux sources d'information et bien sûr, ils réfléchissent au rôle des réseaux sociaux. Il me semble que c'est une guerre qui a pu les toucher plus particulièrement parce qu'ils regardent des vidéos TikTok, ils ont reçu, ils consultent des vidéos TikTok de la guerre. Est-ce que ces réseaux sociaux ont pour vous changé la guerre ou changé la perception qu'on a de la guerre? Non, je ne suis pas tellement d'accord avec cette thèse qui est assez puissante. Je dirais que la désinformation a toujours existé, et encore plus en période de guerre. Elle passe par des canaux différents. Auparavant, elle passait, on a quand même une communication officielle, les médias reprennent quand même plutôt le point de vue national en règle générale. Je pense que ce qu'il faut faire par rapport à nos élèves, c'est leur dire de diversifier leurs sources d'information pour exercer leur sens critique. Les réseaux sociaux sont venus parfois apporter une information qui n'est pas dans la presse mainstream. Alors, il y a parfois de la désinformation, mais elle est aussi chassée. Disons qu'on peut dire qu'avec les réseaux sociaux, l'information comme la désinformation sont plus virales, sont plus rapides, mais il peut y avoir aussi un contre-récit par rapport à la désinformation. Donc, je pense que le temps s'est accéléré du fait des réseaux sociaux, mais on n'a pas changé fondamentalement les choses. La bataille de l'opinion, rappelez-vous, pendant la guerre du... Enfin non, vous êtes trop jeune, mais moi je ne suis pas. Pendant la guerre du Vietnam, on parlait de la conquête du cœur et des esprits. C'était bien ça l'enjeu. Et l'enjeu passait par l'information dans les médias centraux. Donc, nous, par rapport à nos élèves, ce qu'il faut vraiment pousser, c'est de ne pas s'enfermer dans un seul type de source, mais de les diversifier pour pouvoir comparer et exercer leur sens critique. Et c'est bien que vous parliez de la guerre du Vietnam parce que justement, ils doivent étudier les médias pendant la guerre du Vietnam, donc on peut tracer des parallèles. Alors, ils doivent étudier aussi en première le thème des frontières et les voir comme des divisions politiques du monde. Pour les élèves, une frontière, c'est une ligne qui est fixée, souvent depuis longtemps, et qui ne bouge pas ou très peu. On n'a pas du tout ça dans l'Est de l'Europe, on pourrait dire. Et
ils ont vraiment du mal à comprendre qu'il puisse y avoir là une frontière revendiquée, instable, qu'on n'arrive pas vraiment à tracer, que c'est compliqué, avec Poutine qui dit chez nous, dans le Donbass, on est chez nous. Alors, on a beau essayer de leur remettre ça en perspective, dans la perspective historique, Oui. c'est quand même très, très difficile à comprendre pour eux. Et donc, face à des élèves qui poseraient la question de la légitimité des tracés revendiqués par la Russie, qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce qu'il y a quand même une frontière linguistique, il y a quand même… qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais cru aux thèses de fin des frontières, fin des territoires, qui étaient très en vogue il y a quelque temps. Si vous allez à Jérusalem, la fin des frontières ou la fin des territoires, si vous allez à Ceuta et Melilla, si vous allez au 38e parallèle, très franchement, parler de fin des frontières ou de fin des territoires, bref, la plupart entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la plupart des conflits sont des conflits de délimitation de frontières, même pour les conflits intra-étatiques. Entre Serbes et Croates, c'est quand même bien la délimitation des territoires à contrôler qui posait problème. Donc, le territoire, la frontière n'a jamais disparu, bien au contraire. Et on faisait un jour une émission avec Hassan Salamé, on plaisantait sur le fait que dans les années 90, il y a eu un tas de bouquins, la fin du nucléaire, la fin des frontières, la fin des territoires, la fin de ci. Et là, c'est la vague, le retour des frontières, le retour des territoires. En fait, ils n'ont jamais disparu. Ils n'ont jamais disparu. Alors, par rapport à votre question plus précise, une frontière, elle est délimitée par un accord entre deux pays qui se mettent d'accord sur le tracé. Les pays africains ont hérité de frontières qu'ils jugeaient mal dessinées parce que tracées par le colonisateur et sans tenir compte des différences humaines, mais ils se sont dit on va quand même les garder parce que si on ne les garde pas, il y aura des conflits. Les deux fois où ça a été contesté, c'est l'Érythrée et l'Éthiopie et le Soudan du Sud, ça n'a pas été des franches réussites. Donc voilà. Alors la Russie estime que l'Ukraine fait partie de sa… La Russie n'a même pas, d'ailleurs, elle conteste la frontière même entre la Russie et l'Ukraine parce qu'elle pense que l'Ukraine est dans sa sphère d'influence, mais en même temps, elle a signé des accords pour reconnaître cette frontière, notamment l'accord de désarmement nucléaire en 1994, dans lequel l'Ukraine, comme le Kazakhstan et la Biélorussie, renonçaient aux armes nucléaires. Donc là, il les conteste, mais en même temps, Poutine n'a jamais dit c'est quoi pour lui la frontière avec l'Ukraine. Il n'a pas dit très nettement. Mais en fait, ça sera le résultat de la guerre. On interdit le recours à la guerre pour conquérir les territoires. Beaucoup de vos élèves doivent dire pourquoi ça ne marche pas en Palestine et pourquoi on ne sanctionne pas en Palestine et on sanctionne en Russie. C'est un sujet quand même assez récurrent. Mais là, par exemple, on n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. Les pays occidentaux, personne n'a reconnu l'annexion de la Crimée et les Russes contrôlent la Crimée. Donc, ça n'empêche pas. Donc, effectivement, il y a une frontière entre les deux pays. Elle risque d'être modifiée par les faits de guerre. Il n'est pas certain que l'on puisse revenir à l'état de la frontière qui existait avant 2014. Et même en 2014, avant le 24 février, et même avant le 24 février, il n'y avait pas de troupes russes directement. Mais il y avait des territoires qui échappaient à l'autorité de l'Ukraine. Et bon, mais la frontière reste essentielle pour délimiter un État qui reste essentiel comme acteur des relations internationales. Et la frontière, c'est une protection de souveraineté, c'est une protection, c'est un gage de sécurité. Et effectivement, la remise en cause des frontières, comme on le voit là, une fois encore, la remise en cause d'une frontière, la frontière entre la Russie et l'Ukraine, est la cause d'un drame majeur. Alors pour terminer sur le programme de première, souvent on commence dans le début de l'année par analyser les dynamiques des frontières internationales. Et là, donc, vous en avez parlé, hein, la renaissance de la Russie depuis, la naissance de la Russie depuis 91, la montée en puissance. Moi, j'ai lu dernièrement le dernier essai de Michel Fouché sur Ukraine-Russie, qui s'intitule La carte mentale d'un duel. Et il y a une phrase qui m'a interpellée parce qu'il disait la Russie use d'une diplomatie du 19e siècle, en raisonnant en termes de sphère d'influence, on vient de le dire, et puis de tactiques militaires du 20e siècle en pratiquant une guerre totale.
Je trouvais que c'était intéressant parce que ça, nos élèves pourraient vraiment le comprendre. Est-ce que cette guerre, vous en avez un peu parlé tout à l'heure au début de l'intervention, mais est-ce que cette guerre nous oblige, nous, à réviser un peu la façon dont on présente les facteurs de la puissance russe? Ou est-ce qu'on est dans la continuité? Je dirais plutôt, alors, pour revenir sur les propos de Michel Fouché, les sphères d'influence, elles ont existé au XXe siècle. Enfin, les accords entre Churchill et Staline, et même si à Yalta, on n'en a pas parlé, on l'a quand même pratiqué. Enfin, je veux dire, l'intervention soviétique en 68 en Tchécoslovaquie et le coup d'État américain au Chili, c'est quand même, ou à Saint-Domingue en 65. Enfin bon, les sphères d'influence, elles ont continué à exister. Oui, même si elles étaient plus implicites, enfin. Oui, enfin, dans la réalité, quand même, il y avait quand même, oui, c'était, enfin, voilà, elles n'étaient pas officielles, mais elles étaient quand même très fortes. Et dire qu'il n'y a pas qu'il y a une guerre totale, pas tout à fait. Une guerre totale, l'Ukraine serait entièrement détruite. Il y a, je veux dire, une relative retenue russe. Enfin, ça peut paraître paradoxal de le dire, mais on n'a pas vu cette retenue à Mariupol, mais on l'a vu sur Kiev, on l'a vu sur d'autres régions. Donc, ce n'est pas une guerre totale quand même. C'est une guerre de grande intensité. C'est une guerre de haute intensité, mais ce n'est pas une guerre totale. Et sinon, je pense que ça ne remet pas en cause les perceptions que l'on pouvait avoir de la force ou de la faiblesse russe, parce que, moi je disais avant la guerre, vous savez, un pays qui dépense 60 milliards de dollars en dépenses militaires, alors que les pays européens de l'OTAN dépensent 250, n'est pas aussi dangereux militairement que cela. Donc, avec 60 milliards de dollars, la Russie ne pouvait pas être une superpuissance militaire. On savait qu'il y avait une très forte dépendance de la Russie aux matières premières énergétiques qui ne changent pas. Bon, et là, on voit bien, quand on disait que c'est un chantage qu'ils ont pour nous, je disais mais c'est aussi un chantage pour nous parce qu'on peut arrêter d'acheter. Là, on arrête d'acheter, mais les Russes ne coupent pas le robinet. Les Russes ont besoin de nous, donc ça ne change pas. Et une fois encore, dans les domaines technologiques, là, la Russie va, je dirais, continuer à ne pas faire le bond en avant. Poutine avait déclaré en 2017, je crois, que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde, mais il ne fait pas grand-chose pour que son pays avance dans ce domaine. Donc, c'est, je crois, un sénateur américain qui avait dit la Russie, c'est une station d'essence avec des missiles, avec des armes hypersoniques. Auparavant, avant que Gorbatchev arrive au pouvoir, ils avaient dit si on ne change pas, on sera une autovolta avec des fusées. Il y a toujours un peu ça finalement. Je pense que c'est Sokolov qui avait écrit un livre sur la puissance pauvre. Ça reste quand même un petit peu cela. Et Poutine, alors que la Russie commençait quand même à relever un peu la tête, etc. Bon, mais du coup, la Russie reste quand même présente au Proche-Orient, en Afrique et tout. Et bon, mais au Mali, par exemple, elle n'offre pas des possibles développements au pays. Elle offre une garde prétorienne qui protège le régime. Je vous remercie, Henri. Je te passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. J'en profite, vous parliez de l'espace à l'instant. C'est vrai qu'on a parlé pas mal de la Station spatiale internationale au début du conflit, qui continue à fonctionner. Mais de fait, il y a quand même une rupture entre la Russie et l'Union européenne sur la collaboration spatiale. Les Européens utilisaient des lanceurs Soyouz à Kourou et on a vu une rupture assez nette. Est-ce que pour le coup, est-ce qu'on doit craindre ici dans le domaine spatial des replis sur soi dans les différents programmes spatiaux, justement une recomposition un peu de la collaboration? Pourtant, pendant la guerre froide, l'espace était un espace de collaboration pour le coup. Oui, enfin, il y aura plus, je dirais, une coupure, comme vous venez de le dire, qu'un repli sur soi. Et on peut penser que tout ce qui est coopération, non seulement politique, mais scientifique, culturelle, alors on ne va pas jusqu'à interdire Dostoïevski comme l'ont fait l'université à Turin, mais la coopération scientifique est victime. On va revenir à un niveau extrêmement bas des relations multifonctionnelles entre la Russie et l'Occident. Nos instituts ont fermé, il y aura moins de coopération intellectuelle.
alors qu'on aurait pu penser que c'est justement dans cette période-là qu'il faut maintenir un contact avec les intellectuels qui sont les plus proches de nous. On voit mal des projets de coopération scientifique, y compris sur des sujets majeurs d'intérêt commun, être lancés, effectivement. Donc, on risque d'avoir, tant que Poutine sera au pouvoir, de revenir à un degré de relation entre... Alors, ce ne sera plus un rideau de fer qui va séparer l'Europe, mais ça sera un rideau de fer qui va séparer la Russie du monde occidental et qui va affecter la plupart des relations. Et une Union européenne qui va faire son propre programme spatial. Elle ne va pas se rapprocher pour autant des Américains, par exemple. Bah, écoutez, souhaitons-le, mais sur d'autres plans, l'idée quand même, c'est l'unité du monde occidental et le chantage à la protection américaine, et apparaissant comme les seuls de nature à pouvoir nous protéger, les États-Unis vont être relativement exigeants à notre égard. Dans un deuxième thème dans le programme de Terminal qui est consacré à la guerre, il y a aussi une réflexion sur la construction de la paix. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est le bilan de l'ONU sur la construction de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'il faut faire le constat d'une impasse du Conseil de sécurité avec le problème du veto et donc d'une paralysie de l'institution, ou est-ce qu'au contraire, on peut peut-être avancer l'idée que ça va amener le Conseil de sécurité à se réformer, comme on l'a vu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, avec, on le voyait, la nécessité désormais de motiver les raisons de son veto. Alors, Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre, avait fait une proposition à peu près comparable de réforme du droit de veto, mais ça ne marchera jamais. Et les États-Unis, et la Chine, et la Russie mettront toujours un veto à la réforme du droit de veto. Donc, on ne s'en sortira jamais. Et par rapport à l'ONU, on est dans cette problématique classique d'accuser l'ONU. En réalité, d'ailleurs, ce n'est pas le veto qui pose problème, c'est la division. Lorsque Gorbatchev ne met pas de veto et vote même en faveur de la résolution 678 en novembre 90, il y a le droit de veto, il ne s'en sert pas. Pour la première fois, un pays accepte de sanctionner un allié parce que l'entente entre les grandes puissances et la défense du droit international lui paraissait plus important que la défense d'un allié. Il n'a pas été beaucoup récompensé puisqu'on ne l'a pas aidé, les États-Unis en tête, par la suite. Mais le droit de veto, c'est le bouc émissaire facile. Sans veto, il n'y aurait pas d'ONU. Donc, en fait, en accusant le droit de veto, on se trompe de cible. La vraie cible, c'est que les grandes puissances sont incapables de s'entendre. Mais si elles étaient capables de s'entendre, elles n'auraient pas à craindre le veto. Mais sans veto, aucune grande nation ne se serait lancée dans la construction d'une organisation internationale. Et par rapport aux critiques habituelles sur l'ONU, il faut peut-être rappeler aussi aux élèves ce qui marche. Par exemple, s'il n'y avait pas le Haut Commissariat aux réfugiés, le sort des Ukrainiens serait quand même beaucoup plus dramatique. S'il n'y avait pas l'OMS, le sort... Bon. Donc, bien sûr, quand on parle de l'ONU, il ne faut pas se concentrer uniquement à des questions de paix et de guerre et le Conseil de sécurité, parce que effectivement, à chaque fois, on dit il y a un veto russe sur la Syrie, il y a un veto américain sur Israël, là, il y a un veto russe, il y a un veto chinois sur les Ouïghours, etc. Voyons également tout ce qui peut réellement fonctionner, qui met de l'huile dans les rouages, mais penser qu'il y ait une ONU qui puisse fonctionner sans droit de veto, c'est quand même un peu penser qu'il puisse y avoir des maths sans difficulté ou l'impôt dans la joie. Enfin, moi, je n'ai jamais trop aimé les maths, mais disons que non, le veto est consubstantiel à un système d'un monde différent, d'un monde divisé. Donc, sur le cas de l'Ukraine, on arrive sans doute à la limite de ce que peut faire le Conseil de sécurité. Il n'y aura pas de paix par le Conseil. Dès qu'un membre permanent est en cause ou un allié d'un membre permanent, le système est bloqué, sauf révolution copernicienne comme Gorbatchev qui voulait vraiment donner à l'ONU de quoi satisfaire les objectifs des pères fondateurs.
Et j'ai une dernière question sur un thème sur histoire et mémoire. Les 8 et 9 mai dernier, on a eu 2 mémoires concurrentes sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a l'impression que justement, il y a vraiment 2 mémoires concurrentes qui sont en train de se développer. Est-ce qu'elles contribuent à la distinction entre 2 peuples, ou alors est-ce que c'était des choses qui existaient déjà auparavant, ou est-ce que ça c'est venu à se transformer avec la guerre? Alors, cette différence a toujours existé. D'ailleurs, les commémorations ne sont pas les mêmes. Et si cette différence existe, c'est que chacun a voulu marquer son territoire. Je n'ai pas exactement l'historique des commémorations, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des défilés militaires tout de suite après 1945 en Union soviétique. J'en suis pas certain et j'avoue mon ignorance sur ce sujet. Mais bon, chacun a voulu, le 9 mai, c'est le drapeau, etc., avec quand même la photo retouchée parce qu'on ne voit pas les plusieurs montres au poignet du soldat russe qui plante le drapeau. Et évidemment, en période de tension entre Occident et Moscou, cette différence des récits est venue encore plus importante parce que pour Poutine, il était quand même important de montrer que c'est la Russie qui avait vaincu le nazisme, puisqu'il a lancé cette guerre en la présentant comme étant la continuité de la guerre contre le nazisme. Donc, effectivement, dans son narratif, il était important de remettre encore plus. Le défilé a été relativement impressionnant, même si le volet aérien n'a pas pu avoir lieu faute de météo apparemment. Mais donc, il y avait vraiment une volonté de remontrer cela. Et nous, de l'autre côté, il n'y a pas de défilé militaire. Le défilé militaire, on le réserve au 14 juillet et pas au 8 mai. Merci. Gaël, peut-être tu veux commencer à distribuer les questions? Oui, merci à tous les trois pour ces échanges. Je vais effectivement commencer à relayer les questions que vous commencez à poser dans l'onglet questions et réponses. Certaines ont été posées pendant les interventions de Pascal Boniface et celles de Fanny Mayoviel et Henri Simoneau. Alors, une première question, on a déjà abordé le sujet, hein, je crois, Pascal Boniface, vous l'avez abordé dans votre propos, à propos d'une éventuelle, entre guillemets, guerre alimentaire mondiale. Peut-on dire que l'intervention de Poutine va entraîner une guerre alimentaire mondiale? Alors, une crise alimentaire mondiale, très certainement, puisque disons que sur le blé, et on voit, hein, l'URSS, en fin de vie, importait des produits alimentaires. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont parmi les premiers exportateurs. Donc, ce n'était pas uniquement une question de météo. Hein, c'était pas bon. Et j'ai vu que sur le tournesol, on se plaint de ne plus avoir d'huile, mais l'Ukraine et la Russie ont 70% des exportations. Sur le blé, c'est très important. Et donc là, l'Ukraine est sous une sorte de blocus en réalité. Elle ne peut plus exporter. Donc il y a des tonnes de blé, d'orge qui attendent et qui ne peuvent pas être exportées par le train, attendent de partir par les ports de la mer Noire, mais qui sont bloqués. L'enjeu, ça sera aussi que la guerre prenne fin pour que les semences puissent se faire aussi très rapidement. Et là, la Russie, la Tunisie dépendait beaucoup. Il y a vraiment une vraie grave crise. On me dit que l'Algérie passe des accords en sous-main avec la Russie pour être alimentée, mais il y a une augmentation des prix, il y a une raréfaction de la matière. Et donc, il y a, pour certains pays qui étaient déjà fragiles, l'Égypte, la Tunisie, l'Éthiopie, le risque d'avoir des émeutes de la faim si une solution n'est pas trouvée. Et là, effectivement, Poutine a l'impression qu'il a un solide argument en sa faveur et qu'il exerce un chantage à la levée des sanctions en échange de sa propre levée du blocus. Merci. Alors, une question sur le thème de l'information. Comment prouver aux élèves que les informations venues de France, même mainstream, sont plus fiables que celles venues de Russie? Alors, peut-être que c'est une question à laquelle peuvent répondre également Fanny et Henri. C'est légitime, et je dirais que c'est plutôt sain que les élèves mettent en doute l'information. C'est mieux que plutôt qu'ils gobent ce qu'on leur dit
tout ce qui peut exercer le sens critique, je dirais que le sens critique, c'est justement lutter contre le complotisme. Donc, c'est normal qu'ils se disent pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas des cracks à nous aussi, finalement, etc. Mais là, ce qu'il faut, c'est montrer la diversité des sources, montrer, disons que si, par exemple, toutes les sources russes disent qu'il n'y a pas de crimes de guerre et que des sources très différentes dans le reste du monde disent qu'il y a des crimes de guerre, on va plutôt croire cela. Les images montrent quelque chose. On ne peut pas triquer toutes les images. On peut mentir tout le temps à une personne, on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Mais donc, je pense que c'est bien qu'ils aient ce sens critique et c'est à eux-mêmes de l'exercer sur les informations qui leur arrivent, y compris des médias mainstream, en disant ne te contente jamais d'une seule source d'information, prends-en plusieurs parce qu'il règne une diversité des sources. Les médias n'ont pas les mêmes sensibilités. Tu peux t'informer également en dehors des médias. Tu as peut-être des sites ou des podcasts dans lesquels tu as confiance, mais ne va pas que dans cela, diversifie un peu cela. Et c'est bien en comparant, par le biais de comparaison que l'on peut avoir une information diversifiée. Je pense que, en tous les cas, moi, ce que j'essaye de dire à mes élèves, c'est de les amener à diversifier leurs sources d'information. Quand moi j'étais étudiant, je disais que Le Monde, c'était ma seule source d'information. D'autres disaient que Le Figaro, etc. Et aujourd'hui, je crois que plus personne ne lit qu'un seul journal ne lit un journal et un seul. Donc c'est un relatif progrès, je pense. Et je pense que ce n'est pas tant le support qu'il faut critiquer, par exemple, de dire TikTok, il ne faut pas regarder TikTok, ou il ne faut pas regarder Facebook, ou etc. Mais c'est plutôt la source en soi. Les réseaux sociaux sont des médias, mais véritablement, c'est la source. Oui, vous avez raison, ce n'est pas TikTok, c'est qui parle dans TikTok, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça qui me semble important. Oui. Est-ce qu'ils vérifient les titres des gens, qu'ils vérifient les fonctions des gens? Il y a quand même beaucoup de fausses appellations. Hein. Il faudrait, je ne sais pas si on peut un jour créer une AOC pour la fonction d'enseignant ou de. Bon, mais il y a quand même, oui, il y a beaucoup de fausses monnaies qui circulent. Mais si on exerce un peu ce sens critique, on vérifie quelques informations, on peut débusquer cette fausse monnaie. L'enjeu climatique, on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé. Est-ce que l'enjeu climatique, qui nécessite une véritable collaboration internationale, ne risque pas de souffrir du fait du conflit actuel? C'est une question qui vous est posée. Il souffrait déjà avant la guerre, et la guerre n'arrange pas ses affaires. Parce que la guerre est, alors d'une part, créer des destructions qui viennent contribuer à la dégradation du climat, et que, effectivement, quand il y a une crise. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie valant plus cher, on fait un peu plus attention à l'économiser. Il y a quand même ce qui est demandé par la Commission européenne, c'est diversifier, mais aussi économiser et réduire et aller vers des énergies alternatives. Donc, c'est plutôt une bonne chose, cela. En même temps, qu'en période de guerre, l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique passe un peu au second rang. Donc, il y a un effet, je dirais, un effet positif d'un effet négatif, c'est que l'augmentation de l'énergie nous oblige quand même à moins la gaspiller, mais l'urgence de la guerre fait reculer la lutte contre le réchauffement climatique comme objectif central de ce qui devrait être la gouvernance mondiale. Une question sur la Chine. Comment la Chine peut-elle percevoir le conflit en regard avec les routes de la soie ferroviaire avec l'Occident, en particulier l'Allemagne? Alors, le conflit n'a pas d'impact sur les routes de la soie, puisque le projet se poursuit. Ce qui peut avoir un impact sur la route de la soie, c'est le piège de la dette. Vous avez vu que les îles du Pacifique, certaines îles du Pacifique viennent de rejeter une proposition de la Chine. Ils se méfient un peu de cela. En Afrique, il y a des pays qui estiment qu'ils ont été un peu bernés par les propositions chinoises. Et donc, il y a l'enthousiasme à l'égard de l'offre chinoise est un peu retombé. Et en même temps, les pays sont quand même toujours contents aussi d'avoir une diversification des propositions.
et de ne pas être dans un tête-à-tête. La Chine a permis à ces pays de n'être plus dépendants de la seule offre occidentale. Et donc, c'est important pour eux. Par rapport au conflit, j'en ai un peu parlé dans mon intervention, les Chinois n'ont pas poussé, les Chinois disent qu'ils n'étaient pas au courant. On peut les croire, et moi, je pense qu'objectivement, ça ne va pas dans leur intérêt. Ça ne va pas dans leur intérêt, parce que l'alimentation, les produits alimentaires coûtent plus cher, les produits énergétiques coûtent plus cher, et que les Chinois, ils aiment bien la stabilité. Ils pensent que le mouvement naturel va les conduire à la première place mondiale, et que là, ils voient que l'OTAN se renforce, que les États-Unis fédèrent les Européens derrière eux. Ça ne leur fait pas plaisir. Ils voient bien qu'ils vont être d'autant plus au menu du sommet de l'OTAN de la fin du mois de juin à Madrid. Ça ne va pas dans leur intérêt. Et donc, ils ne veulent pas lâcher la Russie pour ne pas offrir le scalp de la Russie aux Américains, mais ils ne sont pas très contents de ce qu'ont fait les Russes. Alors, une autre question de créminologie. On dit Poutine très malade. Alors, je ne sais pas qui est derrière ce on dit, mais quel pourrait être le profil de son successeur? Est-ce qu'un faucon du Kremlin ou une personnalité plus ouverte? C'est l'évolution du régime. Alors, il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'espoir sur la maladie de Poutine. Effectivement, on peut voir qu'il a un peu enflé. Est-ce que se déplace moins, qu'il fait moins de sport? Bon, alors tout de suite, il y a les rumeurs sur la cortisone, sur tout cela. En réalité, on n'en sait rien. On ne sait pas si ces rumeurs sont alimentées. Et là-dessus, justement, dans le débat sur fake news par rapport à nos élèves, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien, que c'est possible, mais qu'il n'y a aucune preuve certifiante de cela. On verra bien. S'il venait à disparaître, je doute que ça soit celui qui le remplacera sera un produit du système. Et alors, il incarnera peut-être moins le mal que Poutine ne l'incarne aujourd'hui. Et je doute que l'on mette un nouveau Gorbatchev prêt à changer le système à la tête de la Russie, comme on l'a fait en mars 85 à la tête de l'Union soviétique. Et donc, on peut craindre que la continuité l'emporte sur le changement. Une question sur le terrain, sur l'évolution du conflit sur les territoires scandinaves. N'y a-t-il pas à craindre un déplacement du foyer de tension sur ces territoires? Alors, c'est pour cela que les pays scandinaves ont rejoint l'OTAN en mettant fin à une neutralité multiséculaire pour la Suède et très ancienne pour la Finlande. En même temps, on a vu que la réaction de Poutine a été très modérée, en fait. Il a dit que c'était une erreur. On l'a connu plus menaçant. Parce qu'il n'y a pas la même... la Finlande et la Suède n'occupent pas, dans l'imaginaire russe, la même place que l'Ukraine. Donc, il n'y a pas cette tension par rapport à l'Ukraine. Et deux, il sait qu'il n'a pas de marge de manœuvre par rapport à cela. Et que donc, il ira d'autant moins attaquer. Et je dirais qu'en fait, si la Finlande et la Suède peuvent rejoindre l'OTAN, c'est que la Russie est faible. Si la Russie était une vraie menace, il n'aurait pas pu rejoindre l'OTAN. Donc, le fait qu'il puisse rejoindre l'OTAN sans dommage, en réalité, est plutôt une preuve de la faiblesse russe. C'est la menace russe qui suscite cette demande d'adhésion, mais c'est la faiblesse russe qui la rend possible. Et donc, la Russie n'a pas les moyens de contrer cette adhésion. Et les pays de l'OTAN ont dit qu'il y aurait une protection immédiate de la Finlande et de la Suède avant même que la procédure d'adhésion soit officielle et définitive. Donc, on voit bien là, effectivement, que Poutine, de par ses réactions, a montré qu'il allait bon gré, mal gré, et plutôt malgré que bon gré, mais enfin, en tous les cas, il allait s'en accommoder parce que, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit au président Zelensky, que tu le veuilles ou non, ma jolie, en reprenant un chant populaire, que tu le veuilles ou non, ma jolie, ça sera ainsi. Ben là, on peut dire qu'on pourrait lui retourner ce compliment. Qu'il le veuille ou non, la Suède et la Finlande vont adhérer à l'OTAN. Un commentaire et une question. La Russie est en train de détruire ou de capter à son profit les ressources économiques principales de l'Ukraine, ressources agricoles, ressources industrielles.
comment une Ukraine réduite dans son territoire pourra-t-elle être une puissance et reconstruire son économie? Il n'y avait plus beaucoup de choses dans le Donbass, hein. Alors, il y a peut-être des terres agricoles riches, effectivement, mais les industries étaient à l'arrêt pratiquement. L'Ukraine avait arrêté d'envoyer les pensions dans la partie occupée par les indépendantistes russes, et dans la partie qui était encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, c'était du fait des conditions sécuritaires. Euh, le, comme vous savez, j'aime bien le foot, le club de Shakhtar Donetsk, qui avait un stade magnifique, avait déménagé, il jouait à Lille, etc. Donc, il n'y avait plus grand-chose. Alors, il y a quand même des territoires, et je crois, mais peut-être que vous avez plus d'informations que moi sur ce sujet, qu'il y a des terres agricoles très riches, potentiellement. Mais les mines ne sont plus réellement en activité et ne sont plus réellement exploitées. Donc, ce n'est pas la partie la plus riche de l'Ukraine, sauf peut-être d'un point de vue agricole. Une autre question sur les ressources énergétiques. Les États-Unis sont-ils vraiment prêts à accepter de puiser dans leurs ressources de schiste pour approvisionner l'Europe? Ah, complètement. Complètement. Ils demandaient avant la guerre de mettre fin à Nord Stream 2, puisque eux étaient en mesure de fournir cela. Donc, effectivement, ils sont prêts à creuser profond, à creuser par tous les moyens pour, avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, ils sont redevenus exportateurs. Ils ne sont pas tout à fait indépendants, mais presque. Et donc, ils ont une capacité égale à la Russie de 10 à 11 millions de barils jour. Et les États-Unis ont redépassé l'Arabie saoudite en termes de production de pétrole. Alors, une autre question, une question qui rejoint de nouveau la thématique de l'information. L'utilisation des mercenaires Wagner, si médiatisée pour l'Afrique, est peu évoquée pour l'Ukraine. Pourquoi cette faible insistance dans le cadre de la guerre informationnelle en France? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont repartis et qu'il n'y a pas besoin d'eux pour commettre des exactions. C'est que la composante Wagner est relativement faible en Ukraine, elle est déterminante au Mali, mais elle est relativement faible en Ukraine. Donc, il y a beaucoup plus de militaires, il y a beaucoup plus d'exactions avec ou sans Wagner. Donc, ce n'est vraiment pas un élément déterminant. Une question, alors comment parler aux élèves des justifications russes de l'attaque de l'Ukraine pour motif de, entre guillemets, dénazification et des références à la Deuxième Guerre mondiale par les deux camps? Comment en parler? C'est justement essayer de décoder pourquoi les Russes parlent de cela, parce qu'effectivement, la grande guerre que la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, c'est la grande guerre patriotique, dans un pays où les travailleurs ne devraient pas avoir de patrie normalement, et que donc il y a eu une insistance, que quand même l'URSS a perdu 26 millions d'habitants, dont des Ukrainiens aussi quand même, et que c'est toujours un récit très mobilisateur. En Russie, les films, voilà, on voit souvent des films sur ce sujet, c'est l'exaltation quand même du sacrifice qui est faite, et donc c'est aussi une tentative de justifier le présent à la lumière du passé. Donc c'est effectivement comment, c'est l'instrumentalisation de l'histoire au profit du pouvoir, comme dans beaucoup de pays qui se passent. C'est parce que là, il y en a eu contre le nazisme, on ne peut qu'être pour. Si vous dites je vais renverser un gouvernement d'un pays étranger parce que j'ai envie d'exercer mon influence, il n'y aura pas grand monde pour. Si vous présentez l'objectif comme étant de dénazifier, vous risquez d'avoir un peu plus de monde. Donc c'est toujours la transformation des buts de guerre en choses plus présentables afin de séduire l'opinion. Une question sur la Turquie. Quel rôle joue la Turquie, membre de l'OTAN, mais en même temps certaines proximités avec la Russie de Poutine? Quel est son rôle dans l'évolution du conflit? La Turquie peut parler aux deux, et c'est pour cela que les premières négociations directes entre Russes et Ukrainiens ont eu lieu à Istanbul et pas ailleurs. Parce que la Turquie a fourni des drones et des équipements militaires à l'Ukraine, qu'elle est membre de l'OTAN néanmoins, et qu'elle a des relations à la fois compliquées mais bonnes avec
avec la Russie. Ils ne sont pas d'accord sur la Syrie, mais ils travaillent beaucoup ensemble. Donc la Turquie la Turquie voit dans cette guerre un moyen d'augmenter ses marges de manœuvre, de devenir un acteur incontournable et respecté par tous. Et la Turquie ne veut plus être l'allié docile qui ne se fait jamais entendre. Là, ils élèvent la voix sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Ils vont céder à la fin. Mais c'est pour montrer qu'on ne doit pas tenir leur accord pour acquis et qu'ils ont des exigences à faire valoir. Et au moment où Erdogan était en très grande difficulté sur le plan économique, c'est une façon d'exister de façon assez active et assez réussie en termes de résultats sur la scène internationale. Combien de temps l'armée russe peut-elle mener une guerre contre l'Ukraine, sans compter les présences russes en Syrie et en Afrique, compte tenu de ses effectifs, entre parenthèses sans conscription, et de ses équipements militaires et munitions? Alors, il y a la conscription. On ne voit pas les conscrits en Syrie et en Ukraine, mais il y a une conscription. En Syrie, c'est 5000 hommes, une trentaine d'avions, ça peut tenir, ça tient. C'est vraiment... bon. Au Mali, ils se payent sur la bête. Donc, en fait, Wagner restera au Mali tant qu'ils pourront capter une partie des ressources du Mali. Le Mali paye les 1000 soldats, les 1000 mercenaires de Wagner chaque mois, etc. Donc ça peut tenir. Par contre, combien de temps l'appareil de production russe pourra fournir des matériels militaires à l'armée russe? Assez longtemps, ils ont de quoi faire. Et je pense qu'ils peuvent tenir assez longtemps tels qu'ils sont dans le Donbass. Il y a un risque d'enlisement quand même que l'armée russe ne pourra pas repartir à l'avant, mais là, ils sont en train d'achever la conquête du Donbass et à partir de là, ils pourront tenir parce qu'il faut un ratio de 3 à 1 ou de 8 à 3 conquérants par rapport aux défenseurs et les Ukrainiens seront équipés, mais ils n'auront pas plus de soldats pour repartir à l'assaut de... donc, il y aura peut-être des volontaires, etc. Mais pour l'instant, les militaires que je vois me disent qu'il n'y a pas, en termes d'effectifs pour l'Ukraine, les moyens de renverser l'emprise territoriale russe dans le Donbass. Une question sur l'évolution de l'opinion publique. Alors, je pense qu'il s'agit de l'opinion publique russe sur le cours des événements, que ce soit sur le plan militaire ou vis-à-vis de la réputation internationale dégradée de la Russie. Comment avoir une information aussi juste que possible sur l'état de l'opinion russe? Alors, en fait, il y a 80% de l'opinion russe qui n'est informée que par les médias officiels et la télé, donc ils croient ce qu'on leur raconte. Après, quand il y aura beaucoup de morts qui vont revenir, qui vont se serrer la ceinture, ça va commencer un peu à protester. Mais ils ne vont pas remettre en cause Poutine. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop de morts non plus parce que les comités de mères, les femmes, les épouses de soldats, y compris sous Brejnev pendant l'URSS, ça commençait à protester sérieusement et ça pourrait le faire. Par rapport à ce que pense le monde occidental, il s'en fiche complètement. C'est que, en fait, plus les Occidentaux vont protester, plus ils vont penser qu'ils ont raison. Quand vous excluez les Russes de certaines compétitions, ça prouve que Poutine défend la Russie et que l'Occident est jaloux de la Russie et veut sanctionner. Donc, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Mais, disons que vous pouvez très bien, entre la censure et la répression, maintenir une population sous contrôle. Elle va se serrer la ceinture, les Russes y sont habitués, et je ne pense pas que l'on débouche sur une protestation de nature à faire changer Poutine d'avis. Une question sur l'implication de la Tchétchénie dans le conflit. Oui, il y a eu des soldats tchétchènes qui ont été envoyés, qui font peur à tout le monde parce qu'ils n'ont pas une réputation, disons, de bienveillance à l'égard. Et c'était d'ailleurs un peu dans ce but d'effrayer la population. Et alors on voit que ce ne sont pas les seuls à commettre des atrocités et des viols, mais disons qu'ils sont. On les a surtout utilisés pour combattre la division Azov parce qu'ils ont une réputation aussi de combattants très aguerris, pour des raisons évidentes d'être passé du côté pratique de la chose.
Alors, une question, alors c'est sur les États-Unis. Vous y avez fait référence tout à l'heure, M. Boniface. Les États-Unis ne sont-ils pas les grands bénéficiaires de cet affrontement en Europe et ont-ils réellement intérêt à la résolution de ce conflit? Alors oui, ils sont les grands bénéficiaires. On en a déjà parlé. Peut-être que la question a été posée avant que l'on en parle. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais ils n'ont pas non plus intérêt à ce que le conflit, c'est d'ailleurs la preuve. Biden refuse d'envoyer des armes. En fait, le dilemme de Biden, c'est offrir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils soient en meilleure position possible pour négocier avec les Russes, mais ne pas être entraîné dans un conflit qui lui échapperait par Zelensky. Et donc, Biden craint un peu quand même l'effet d'entraînement. Il y a eu des débats internes. Certains disaient qu'il faut aller jusqu'à la victoire, mais c'est quoi la victoire? Et donc là, les Américains commencent à prendre conscience qu'il y a un danger pour eux d'être entraînés contre leur gré dans une guerre dont le contrôle leur échapperait du fait du comportement des Ukrainiens. Alors, une question sur les procès qui sont déjà en cours. Que pensez-vous de ces procès alors que la guerre n'est pas terminée en Ukraine? J'imagine que l'on parle des procès de soldats russes en Ukraine. J'imagine, oui. Honnêtement, ça met un peu mal à l'aise, puisque ce jeune soldat qu'on a vu a tué quelqu'un, il doit être jugé, mais on a un peu l'impression que le type, il ne sait pas ce qu'il fait. Enfin voilà, il est vraiment. La justice expéditive en période de guerre n'est peut-être pas la meilleure justice. Disons que c'est Clémenceau qui avait dit que la justice militaire était à la justice, que la musique militaire était à la musique. Ben, la justice en période de guerre est la justice que, voilà, on pourrait faire la même comparaison. On peut comprendre le besoin de catharsis des Ukrainiens. On peut comprendre qu'il ne faut pas que les gens échappent au jugement. En même temps, les demandes de Biden de traduire Poutine devant la Cour pénale internationale alors que les États-Unis ne sont pas partis à ce traité ne peut que aussi quand même susciter quand même l'étonnement, pour ne pas dire l'approbation. Et là, moi je suis partagé. Il y a effectivement le désir de justice, mais on a l'impression qu'on a pris un lampiste et qu'on a un peu offert un scalp à la population. Une question très, très pointue, j'allais dire, sur le comité des maires russes. Je pense qu'il s'agit du comité des maires russes. N'a-t-il pas été dissous? Oui, parce que la guerre d'Afghanistan, et alors pour l'instant, il n'y a pas de comité en tant que tel, mais il peut y avoir des protestations informelles et puis un comité ou une nouvelle association peut se créer. Hein. Une question sur la Biélorussie. Pourquoi n'est-elle pas intervenue militairement en Ukraine? Elle essaye de garder un minimum d'autonomie qui est, disons que les sanctions prises contre la Biélorussie l'avaient poussée complètement dans les bras de Moscou. Là, les difficultés de Moscou lui tentent de donner un peu de choses. Il n'est pas certain qu'elle ait une armée très performante et elle veut garder un semblant d'autonomie, même si dans la récente réunion avec les autres pays alliés à Moscou d'Asie centrale, personne n'a voulu venir à l'aide de Moscou. La Biélorussie est le seul pays qui vote complètement avec Moscou, qui a complètement les mêmes positions. Cela n'a pas été Cela n'a pas été pour le moment jusqu'à l'envoi de troupes. Oui. On revient à la thématique alimentaire. La problématique de plus en plus accrue des enjeux alimentaires peut-elle entraîner des modifications dans la stratégie occidentale? Et quel est le point de vue de la Turquie qui gère l'accès à la mer Noire? La Turquie a fait respecter la Convention de Montreux. Elle a interdit à la Russie de faire passer des navires lorsque le Moskva a été coulé. La Russie voulait envoyer 3 navires en mer Noire. La Russie a dit que non, les statuts l'empêchaient de faire cela. Donc la Turquie ne posera pas de problème si des céréaliers doivent transiter par les détroits, les Turcs les laisseront bien sûr passer. Plusieurs questions sur le risque
le risque et la menace nucléaire. La menace nucléaire est-elle réduite depuis les discours de Poutine de mars dernier? Elle ne semble plus évoquée dans les médias occidentaux. Parce que Poutine a lui-même cessé de l'évoquer, donc effectivement, elle planera toujours. Elle planera toujours parce que, effectivement, et on peut penser que les mouvements anti-nucléaires dans le monde vont être relancés par la menace qui a été agitée et par la crainte que cela a suscité. On peut dire que jusqu'ici, et depuis 1945, le nucléaire n'a jamais été utilisé, que ni l'URSS, ni la Chine de Mao, y compris de Mao, etc., ne l'a utilisé et qu'on s'en sert pour... disons que les Russes ont envoyé un message disant ne venez pas à Moscou, quoi. Alors, une question sur la réhabilitation en Ukraine de figures nationalistes ayant collaboré avec les nazis comme Stepan Bandera. Comment se positionner face à cette réhabilitation? Alors, se positionner, je ne sais pas si se positionner vis-à-vis des élèves. Oui, il y a des oui, il y a des néo-nazis en Ukraine. Non, l'Ukraine n'est pas dirigée par des néo-nazis. Oui, il y a bien sûr des néo-nazis, mais enfin, c'est pas eux qui dirigent le pays et on en a également en France d'ailleurs, hein, donc et la France n'est pas dirigée par les néo-nazis. Donc il faut ni le nier parce que ça existe, ni leur donner l'importance que les Russes leur donnent parce qu'ils ne sont pas aux manettes du pays. La thématique alimentaire revient sous un autre angle. Comment l'Occident peut-il contrer de façon crédible le narratif russe sur la responsabilité d'éventuelles émeutes de la faim? Disons que plus on sera transparent et moins on mentira, plus on sera crédible. C'est vrai que dans le passé, le discours occidental a quand même été, quand vous dites qu'il y a des armes nucléaires en Irak, ou des armes de destruction massive, que la guerre est justifiée, vous perdez une partie de votre crédibilité. Nous avons également menti pour justifier des guerres, etc. Les pays africains ont en mémoire la guerre en Libye contre laquelle ils étaient, l'intervention militaire en Libye, etc. Donc, c'est la transparence, c'est la vérité, c'est le fait de dire les choses et de dire effectivement qu'il y a des choses qui peuvent être exportées, mais que c'est la Russie qui a lancé la guerre, c'est la Russie qui bloque, qui est la vérité. Mais bon, à nous d'être crédibles et à nous de recourir le moins possible aux mensonges si on ne veut pas affecter notre propre crédibilité. Des questions qui continuent d'arriver. Une question sur la viabilité économique de l'Ukraine, si l'Ukraine est privée à court terme par la Russie de tout accès à la mer et au port de la mer Noire. Oui, alors, elle sera gênée, mais en même temps, pour l'instant, même si elle a encore accès à la mer Noire du côté d'Odessa, etc., de l'autre côté de la Crimée, donc elle n'a pas perdu tout accès, mais effectivement, si elle n'a pas tout accès, elle perdrait quand même une grande partie de son pouvoir d'attraction, ça c'est clair. Mais pour l'instant, la partie est loin d'être terminée par rapport à cette perte totale d'accès à la mer. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de plan pour l'instant russe sur Odessa qui paraît hors de portée de l'armée russe. Alors, une question très, très, très concise. L'Occident, c'est qui? C'est ceux qui sont, au début, c'est ceux qui sont à l'ouest du rideau de fer. Donc, on peut considérer que l'Occident, c'est les pays de l'OTAN. Ensuite, il y a des pays comme, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, qui ne sont pas occidentaux au sens culturel, qui le sont d'un point de vue stratégique, ou l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a l'Occident au sens étroit du terme, que l'on peut qualifier un peu d'OTAN d'un point de vue militaire, et les alliés de l'Occident, qui sont culturellement asiatiques ou océaniens, ou autres d'ailleurs, et qui sont stratégiquement occidentaux. Une question sur les conséquences du soutien et de la non-intervention militaire occidentale en Ukraine, sur une éventuelle intervention chinoise sur Formose, Taïwan. C'est central. Là, j'avais d'ailleurs publié aujourd'hui dans la soirée un podcast sur ce thème avec Valérie Niquet qui vient de publier un livre sur Taïwan, sur la Chine et Taïwan. C'est effectivement le grand danger. Alors, on peut dire, il y a quand même plusieurs différences. On voit les comparaisons, je n'y reviens pas, et
le collègue qui a lancé la question, il faut voir les comparaisons. Mais les différences, c'est qu'il y a un détroit de 100 km entre la Chine et Taïwan. Ce n'est pas frontalier comme la Russie et l'Ukraine. Il faut quand même emmener des soldats pendant 100 km sur des navires qui seront des cibles. Donc, c'est beaucoup plus fragile. Deuxième différence, Biden n'a pas exclu, au contraire. Il y a une position. Biden n'a pas dit jamais on interviendra à Taïwan, quoi qu'il se passe. Il a dit au contraire qu'il y a un engagement ou qu'il y a une ambiguïté stratégique. Donc, c'est beaucoup plus incertain pour la Chine que pour la Russie par rapport à l'Ukraine. Troisièmement, la légitimité du Parti communiste chinois, c'est quand même avant tout la croissance économique. Une guerre viendrait arrêter la croissance économique et les Chinois n'ont pas besoin de cela pour le moment. Et puis, à tort ou à raison, Poutine pensait qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui allait se fermer, que l'Ukraine allait attirer dans l'OTAN. La Chine peut attendre jusqu'à 2049 pour la réunification. Il n'y a pas jusqu'au 100e anniversaire. Donc, il n'y a pas ce degré d'urgence. Donc, je pense que toutes ces différences, et puis, aussi, finalement, les Chinois voient que ce n'est pas aussi facile et que la solution militaire n'est pas une solution. D'ailleurs, on l'a vu, nous, en Irak, pas l'Occident, je veux dire, les États-Unis, on l'a vu en Afghanistan, etc. Donc, tout ceci fait que le scénario d'une guerre chinoise pour envahir Taïwan n'est pas le scénario principal. Une question sur les conséquences de la politique de sanctions contre les oligarques russes et également sur les effets des sanctions sur les opérations financières. On parle de SWIFT. Voilà. Est-ce que ces sanctions vont à terme, à long terme, poser un problème majeur ça pose un problème majeur aux oligarques, mais personnellement, qui va aller pleurer sur eux? Il y a une sorte de justice immanente. Ils ont volé. Alors, ce n'est pas ceux qu'ils ont volés qui récupèrent l'argent, mais ils ont acquis des fortunes immenses de façon tout à fait injustifiée et illégale. On leur reprend. Voilà. Alors après, l'exclusion de la Russie du secteur SWIFT, il faudra voir s'ils ne vont pas recréer à terme notre secteur. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à terme, ce n'est pas le début de la fin du dollar comme monnaie internationale? Est-ce que quand la Russie vend en monnaie nationale du pétrole aux Indiens, que les Chinois commencent à acheter du pétrole aux Saoudiens en monnaie nationale, il y a peut-être un petit sujet là. Une question sur l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Est-elle définitivement exclue? Ce n'est pas le scénario majeur en tous les cas, et je doute que l'unanimité soit atteinte, effectivement. Une question plus sérieuse, j'allais dire, sur l'utilisation du terme de génocide. Vous avez émis des réserves tout à l'heure, M. Boniface, par rapport à cette utilisation. Alors, je sais qu'il y a, Zelensky l'a utilisé, Biden l'a repris, et il y a un groupe de juristes qui l'a repris, mais c'est un groupe de juristes autodésignés. Ce n'est pas la Cour pénale internationale, ce n'est pas Amnesty International, ce n'est pas Human Rights Watch. Génocide, c'est la volonté de faire disparaître une population. Poutine veut la conquérir, il ne veut pas la faire disparaître. Et je pense que ce type de comparaison Poutine égale Hitler, qui date d'avant d'ailleurs, n'aide pas vraiment à la compréhension des situations et à la solution des problèmes. Parler de crimes de guerre qui sont largement documentés me paraît suffisant pour justifier une réaction d'horreur et des réactions d'action par rapport à cela. Donc, pour ma part, tant que la Cour pénale internationale ou des organisations, je dirais, comme Amnesty ou Human Rights Watch qui sont indiscutables, là, un groupe de juristes a qualifié cela de génocide, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Donc, c'est tout à fait différent. On pourrait dire que nous, les historiens réunis aujourd'hui, on va qualifier cela de génocide. Ça n'aurait pas de portée. Nous sommes certainement compétents, mais ça n'aurait pas de portée. La probabilité d'annexion de Taïwan par la Chine dans le temps, il n'y aura pas de réunification pacifique parce que seuls 5% des Taïwanais la souhaitent, qu'ils ont vu ce qui se passe à Hong Kong, donc personne ne croit au deux systèmes, une nation. Et sur la réunification par la force, j'en ai parlé tout à l'heure,
pour les raisons indiquées, elle ne me paraît pas être probable. Peut-être une dernière question, parce que je vais devoir… Non, je crois qu'on a répondu, on a essayé de répondre au maximum de questions et qui couvraient des thématiques très, très variées. Merci beaucoup, M. Boniface, d'avoir répondu à autant de questions. Voilà, les orientations étaient si variées. Certaines des questions qui restent en suspens pourront donner lieu à une réponse, hein, on l'a dit tout à l'heure, dans un deuxième temps. Voilà. Il me reste à vous remercier chaleureusement tous les trois, Pascal Boniface, Fanny Mayoviel, Henri Simoneau, d'avoir participé à cette conférence débat qui aura été, je crois, très, très riche, et à remercier toutes les personnes qui se sont connectées et toutes les personnes qui ont alimenté ce fil d'échange depuis bientôt près de 3 quarts d'heure. Hein. Tout cela a été, je pense, très, très intéressant. Je vous rappelle que Hachette Éducation publie cette année une mise à jour de son manuel numérique de première d'histoire, géographie, géopolitique. Et Pascal Boniface faisait tout à l'heure référence à une vidéo sur la question des GAFAM et des BATX. Et cette vidéo fait partie des ressources, hein, qui constituent cette mise à jour, par ailleurs très, très riche. Donc, je vous invite à la découvrir. Un lien vous a été posté dans le fil des échanges. Je vous invite également à nous faire part de vos attentes concernant un éventuel futur webinaire. Voilà, c'est un format qui peut nous permettre de poursuivre un échange autour de ces programmes de spécialité de première et de terminale qui rencontrent, nous le savons, un grand succès auprès des élèves au vu des effectifs. Et donc, voilà, il pourrait être intéressant de prolonger ce format. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes en lien avec l'actualité, en lien avec les thématiques des programmes de première et de terminale. Avec notre partenaire l'IRIS, nous pourrons essayer de mettre en place de nouveaux rendez-vous pour dialoguer avec vous. Bah oui, merci à tous les collègues et donc à bientôt alors. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Au revoir.